Chères étudiantes, chers étudiants, rebonjour. Voici donc la troisième et dernière partie de la correction des mises en situation des chapitres 20 et 21. Elle concerne le tableau comparatif des trois mesures de traitement des difficultés. Donc attention, nous sommes au chapitre 21. C'est le tableau 5.2 de votre travail. Donc sauvegarde de droit commun essentiellement, redressement et liquidation judiciaire. Des points de comparaison concernent l'ouverture, le déroulement et l'issue de la procédure. Premier point, donc première étape, l'ouverture de la procédure. La situation de l'entreprise, donc la sauvegarde, concerne toute entreprise qui rencontre des difficultés qu'elle ne pourrait surmonter seule et pourrait menacer la continuité de son activité, mais sans être en état de cessation de paiement, donc impossibilité donc de payer son passif exigible avec son actif disponible. Le redressement concerne toute entreprise qui se trouve en état de cessation de paiement, mais dont le redressement reste possible, paraît possible. La liquidation, pour toute entreprise en état de cessation de paiement, mais qui ne peut pas manifestement se redresser. Les finalités de la procédure sont aussi différentes. Pour la sauvegarde, cette procédure vise à permettre à l'entreprise de se réorganiser pour revenir rapidement à une situation économique saine. Des mesures sont prises pour poursuivre l'activité, maintenir les emplois et régler les dettes. Pour le redressement, c'est pour permettre à l'entreprise de poursuivre là aussi son activité, maintenir ses emplois, régler ses créanciers, afin d'éviter une aggravation de la situation qui mènerait à sa disparition. Quant à la liquidation, elle vise à mettre fin définitivement à l'activité de l'entreprise et à vendre ses actifs pour permettre le règlement du passif ou bien réaliser la cession de l'entreprise entière qui reprendra l'activité. Qui est à l'initiative de la procédure? Pour la sauvegarde, l'entrepreneur individuel ou le dirigeant de la personne morale fait une demande écrite d'ouverture au tribunal avec un contenu précisé dans le tableau. Pour le redressement et la liquidation judiciaire, c'est l'entreprise qui doit demander l'ouverture de cette procédure dans les 45 jours suivant la cessation de paiement. Tout créancier également peut demander cette ouverture si sa créance est exigible, de même que le procureur de la République, ou enfin la décision du tribunal qui peut convertir une procédure de conciliation ou de sauvegarde en redressement en liquidation, ou encore de redressement en liquidation judiciaire. La date de cessation de paiement, donc qui ne concerne que le redressement et la liquidation judiciaire, est fixée par le jugement d'ouverture de la procédure. Par défaut, c'est la même date que le jugement d'ouverture, mais le tribunal peut retenir une date antérieure à celle du jugement d'ouverture jusqu'à 18 mois auparavant, ou bien à la date d'homologation de l'accord si l'entreprise a fait l'objet d'une conciliation homologuée. La période suspecte, qu'est-ce que c'est? C'est une période qui concerne le redressement et la liquidation, période qui s'étale entre la date de cessation des paiements ainsi fixée et le jugement d'ouverture. Les actes qui sont passés pendant cette période suspecte et qui diminuent l'actif de l'entreprise risquent d'être annulés par le juge, de façon automatique ou facultative selon les situations. Voilà ce qui concerne l'ouverture de la procédure. Comparaison, deuxième point, sur le déroulement de la procédure. La période d'observation concerne les procédures de sauvegarde et de redressement. C'est une phase d'évaluation de la situation de l'entreprise qui permet de déterminer les mesures adaptées qui seront finalisées ensuite dans un plan de sauvegarde ou plan de redressement. Elle débute, cette période d'observation, à la date du jugement d'ouverture qui fixe par ailleurs sa durée. Qu'en est-il de la gestion de l'activité de l'entreprise? En sauvegarde, la gestion est assurée par le dirigeant. L'administrateur judiciaire exerce une mission de surveillance ou d'assistance. En redressement, la gestion est assurée soit par le dirigeant assisté par l'administrateur judiciaire,
soit par l'administrateur lui-même, qui représente le dirigeant. En période de liquidation, le principe, c'est que la liquidation judiciaire met fin à l'activité de l'entreprise. Il est possible toutefois de maintenir l'activité pour 3 mois maximum si une cession est envisagée ou bien si cela est justifié par l'intérêt public ou par l'intérêt des créanciers. Dès le jugement d'ouverture, c'est donc le liquidateur qui exerce ses droits, les droits du dirigeant à la place de celui-ci. Qu'en est-il des contrats en cours d'exécution pour les procédures de sauvegarde et redressement judiciaire? En principe, les contrats en cours au moment du jugement d'ouverture sont poursuivis. Toutefois, il est possible d'opter pour la renonciation si le contrat n'est pas nécessaire à l'activité ou bien qu'il représente une charge financière trop lourde. Un point de développement sur la situation des créanciers en cette période de déroulement de la procédure, en distinguant d'un côté sauvegarde et redressement et de l'autre liquidation judiciaire. En sauvegarde ou redressement, les créanciers antérieurs et postérieurs à la procédure, donc antérieurs à cette procédure et postérieurs non privilégiés, doivent déclarer leur créance. À défaut, cette créance deviendra inopposable à l'entreprise. C'est ce que l'on appelle la forclusion. Une exception, donc un relevé de forclusion, peut être établi par demande au juge commissaire. L'entreprise va communiquer au mandataire judiciaire la liste des créanciers dès le début de la procédure. Ce mandataire va admettre les créances ainsi déclarées ou bien les rejeter. Les créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés ont des droits restreints en période d'observation. Ainsi, il leur est impossible d'obtenir un paiement, il leur est interdit d'exercer des actions individuelles en paiement contre l'entreprise, il y a interruption des actions en cours s'il y en a, et les intérêts de retard ne sont plus dus pendant la période. Quant aux créanciers postérieurs privilégiés, ils sont en principe payés à l'échéance de leur créance. À défaut, le créancier postérieur privilégié concerné doit informer l'administrateur judiciaire et sera payé en priorité à l'issue de la procédure. Qu'en est-il qu'en est-il lors d'une procédure de liquidation de cette situation des créanciers? Le principe, c'est que les créances sont immédiatement exigibles dès l'ouverture de la procédure de liquidation. Les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur. Les créances ne peuvent plus être payées directement. Les créanciers ne peuvent plus agir en justice contre l'entreprise. Les actions en cours, là aussi, sont interrompues. Le liquidateur va répartir le prix de vente des actifs entre les créanciers selon un ordre déterminé. Je vous invite à bien lire et comprendre cet ordre des créanciers dans votre livre à la page 362. Dernier point concerne l'issue de la procédure. Donc, concernant la sauvegarde et le redressement, on va parler donc du plan de sauvegarde ou du plan de redressement. À la fin de la procédure de sauvegarde ou redressement, l'administrateur judiciaire établit un bilan économique et social qui est communiqué au tribunal. Cette élaboration est faite par l'entreprise aidée par l'administrateur, L'élaboration, donc, en plus du bilan économique et social, l'entreprise aidée par son administrateur doit établir un autre document, un projet de plan qui indique les perspectives de redressement, les modalités de règlement des créanciers. Et ces créanciers sont consultés pour accorder ou refuser les propositions de remise de dette ou de délai de paiement contenues dans ce projet de plan. Ensuite, ce plan est adopté par le tribunal à l'issue de la période d'observation si le plan en question permet la sauvegarde de l'entreprise et qu'il respecte bien l'intérêt de tous les créanciers.
pardon, il y a une petite coupure, et qu'il respecte bien l'intérêt de tous les créanciers. Le contenu de ce plan, eh bien, toutes les mesures de restructuration et d'apurement du passif peuvent être prévues. Donc, regardez bien, comprenez bien ces procédures dans le tableau de votre livre à la page 357, hein, mesures de restructuration et d'apurement du passif. Autre phase, l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan va être nommé par le tribunal. Il veille à la bonne exécution du plan et respecte les conditions de ce plan. Il paye les créanciers. Si l'entreprise n'exécutait pas ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan à la demande d'un créancier ou du commissaire à l'exécution du plan. Quel plan? Un type de plan au jugement de clôture. Pour la sauvegarde, un plan de continuation, on l'espère, sinon une autre procédure sera ouverte. Pour le redressement, si l'entreprise ne peut plus assurer elle-même son redressement, le tribunal peut décider sa cession totale, on appelle un plan de cession, au lieu du plan de continuation. Qu'en est-il des co-débiteurs ou cautions de l'entreprise? En sauvegarde, il bénéficie des délais et remises prévus par le plan de sauvegarde. En redressement, il ne bénéficie pas des délais et remises prévus par le plan. Qu'en est-il de l'issue de la procédure pour la liquidation, dernière colonne? Eh bien, le tribunal met fin à la procédure par un jugement de clôture. La clôture pour extinction du passif correspond au cas où les créanciers sont intégralement payés grâce au prix de vente des actifs. Quant à la clôture pour insuffisance d'actifs, c'est moins encourageant, elle correspond au cas où le prix de vente des actifs est inférieur au montant total des créances. Conséquence, les créanciers non réglés ne peuvent pas agir contre l'entreprise. Le tribunal peut condamner tout dirigeant, de droit ou de fait, ayant commis une faute de gestion, ayant entraîné cette situation d'insuffisance d'actifs. Et donc, cette condamnation, c'est quoi? Ben, c'est condamné à supporter sur leur patrimoine personnel tout ou partie des sommes non réglées aux créanciers. Vous aurez remarqué que dans ce tableau, j'ai fait appel et mentionné les différents acteurs des procédures de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire qui figurent dans votre tableau 5.1 de la mise en situation. Donc, je vous invite à regarder, bien entendu, attentivement le rôle de ces différents acteurs. Voilà, pour clôturer ces mises en situation sur les chapitres 20 et 21. Je vous remercie.